sur ce premier rendez-vous de la semaine. Rendez-vous quotidien, comme vous le savez. Le système est connu. 4 thèmes, 4 invités et peut-être 4 points de vue. Nous verrons les sujets, découvrons-les en images tout de suite. Emmanuel Macron est en visite aux États-Unis jusqu'à mercredi prochain. C'est la première visite d'un chef d'État étranger aux États-Unis depuis l'élection de Donald Trump. Macron est-il à la remorque de Trump? On en parlera. Nous parlerons aussi de ce nouvel antisémitisme dénoncé par un manifeste signé dans les colonnes de nos confrères du Parisien par 300 personnalités, manifeste qui provoque un début de polémique. Nous parlerons aussi de la loi Asile et Immigration. Elle a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale ce week-end. Beaucoup de bruit pour rien, dit la droite, une insulte aux libertés, dit la gauche. Finalement, qu'est-ce qu'elle change cette loi ? Vous nous donnerez votre point de vue. Et puis, c'était il y a un an, le premier tour de l'élection présidentielle. Regrettez-vous la défaite de Fillon? Alors, on posera la question à nos invités, pas forcément d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue politique. Est-ce que ça aurait pu changer? On répondra à ces questions avec Judith Ventrop. Bonsoir, Judith. Vous êtes grand reporter au Figaro Magazine. Bruno Jambard, vous êtes directeur général d'Opinionway. Bonsoir, merci d'être avec nous. Opinionway, l'institut de sondage bien connu. Votre dernier livre, La présidence anormale, a été publié cette année aux éditions 100 000 milliards, c'est ça? Oui. Arnaud Champremier-Trigamo, bonjour. Vous êtes communicant, directeur de l'agence de communication politique Faubourg. Vous avez aussi été le directeur de la communication de Jean-Luc Mélenchon pendant sa campagne présidentielle de 2012. Et puis Jean-Christophe Buisson est là aussi. Bonsoir Jean-Christophe. Le Figaro Magazine est venu en force en ce premier jour de la semaine. Vous êtes directeur adjoint de cette publication qui nous est chère. Et vous avez publié 1917, l'année qui a changé le monde. C'était chez Perrin. On commence tout de suite, si vous voulez bien, par nous intéresser au voyage d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Il n'est pas arrivé encore, hein, je pense. Il est toujours dans l'avion, aux dernières nouvelles. En tout cas, on n'a pas d'image. Donc une visite d'État qui se clôturera par un discours devant le Congrès des États-Unis mercredi prochain. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que Emmanuel Macron fait preuve de suivisme par rapport à Donald Trump? C'est un petit peu ce qu'on pense, mais pour des raisons différentes, aux deux extrémités du spectre politique. Je vous propose d'écouter successivement Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, et Louis Alliot, le vice-président du Front National. Donald Trump, c'est l'homme qui respecte pas la COP 21, qui en a rien à fiche de l'écologie, qui a une vision brutale de l'action internationale, qui frappe sans passer par des mandats de l'ONU. Moi, j'apprécie pas ce modèle-là, c'est un peu bizarre. Et je pense que Emmanuel Macron ne gagne rien à venir comme ça, un petit peu s'aligner sur ce trumpisme souvent assez belliqueux. Il y a derrière ça quand même une forme d'atlantisme. J'aimerais dans le même temps que M. Macron ait les mêmes relations avec la Russie, avec la Chine et avec un certain nombre d'autres pays, parce que nous devons jouer l'indépendance des relations internationales de la France et pas le suivisme. Voilà. Bruno Jambard, est-ce que dans l'opinion, un voyage de ce type peut être interprété comme une forme d'alignement sur l'homme au pouvoir aux États-Unis? Alors, je pense que non, dans la mesure où, quand même, il y a une relation d'alliés de la France avec les États-Unis. C'est pas nouveau, c'est pas lié à Macron, et ça a été le cas avec tous les présidents récents. Après, il y a la personnalité très spécifique de Donald Trump. Et c'est vrai que déjà, l'année dernière, quand il est venu pour le 14 juillet, il y avait eu un débat. Et on avait vu quand même que dans l'opinion publique, c'était assez partagé entre ceux qui soutenaient cette invitation en fait à Donald Trump et ceux qui étaient défavorables. Donc il est possible que la répétition et le sentiment que peut donner Emmanuel Macron de faire vraiment de Donald Trump un partenaire très privilégié et je dirais une personnalité avec laquelle il discute beaucoup, peut effectivement troubler dans l'opinion. On le sait aussi, une période où il y a un certain nombre de sujets internationaux qui fâchent. On a vu politiquement que l'intervention en Syrie n'a pas fait consensus dans la classe politique. Et donc, c'est vrai que c'est, je dirais, un risque que prend le président de la République. Judith Ventrop, sur le fond, est-ce qu'on peut dire que Emmanuel Macron est un peu à la remorque de Trump, ou ça vous paraît un mauvais procès? Oui, on pourrait dire que Trump est à la remorque d'Emmanuel Macron, ce que n'avait pas été Obama
par rapport à François Hollande sur la Syrie, en tout cas, rappelez-vous, c'est parce que Obama n'avait pas respecté la ligne rouge qu'il avait lui-même tracée en cas d'utilisation d'armes chimiques, que Hollande avait renoncé à la frappe qu'il voulait conduire. Emmanuel Macron a un certain courage et un certain sens de la provocation à faire ce voyage aux États-Unis, ce voyage en grand décorum, avec des séquences intimes, un discours devant le Congrès. Enfin, vraiment, c'est le grand jeu. C'est le grand jeu, voilà, merci. Le grand jeu, au moment où précisément l'opinion et une grande partie des médias, dont nous extrayons évidemment, pratiquent un anti-Trumpisme primaire et fièrement assumé. Qu'on l'apprécie ou pas, Donald Trump est le président des États-Unis. Sur les 2 points qui sont pour le moment les points les plus chauds entre la France et les États-Unis, c'est-à-dire l'accord de Paris sur le climat dont Trump s'est retiré et l'accord avec l'Iran pour la non-prolifération nucléaire dont Trump menace de se retirer, quand on n'est pas d'accord avec le président de la première puissance mondiale, on va le voir et on discute. Alors l'accord avec l'Iran, justement, c'était un des sujets qui était au sommaire de l'interview que Emmanuel Macron a donné à la chaîne de télévision conservatrice Fox News. Regardez. Would it be a mistake for the president to pull out of the Iran nuclear deal? Is this agreement perfect and this JCPOA a perfect thing for our relationship with Iran? No. But for nuclear, what do you have as a better option? I don't see it. I don't have any plan B for nuclear against Iran. So that's a question we will discuss. But that's why I just want to say on nuclear, let's preserve this framework because it's better than a sort of North Korean type of situation. Arnaud Champremier-Trigano, c'est la classe quand même, ce président, d'abord qui parle un anglais fluide, et puis qui dit à Trump, écoutez, c'est peut-être pas idéal, mais c'est quand même mieux que rien. C'est la France qui tient sa place, ça. Alors, on a eu d'autres présidents qui parlaient moins bien anglais, qui tenaient leur place face au président. Je pense à Jacques Chirac, bien sûr. Hein. Donc c'est la tradition. Jacques Chirac, à cause de l'Irak, on rappelle, contre Jacques Chirac, qui était opposé à l'opposition occidentale en Irak, la deuxième. Absolument, c'est l'Académie Saddam Hussein. Et donc voilà, donc c'est le rôle traditionnel de la France. Toute la question est de savoir, dans un monde qui devient un monde non plus bipolaire mais multipolaire, est-ce qu'il va réussir à trouver un équilibre dans les relations internationales? Moi, je pense que oui. Là, on le voit, on prend une séquence détachée du reste, déconnectée du reste de la politique étrangère. Mais si on essaie de rattacher au reste, on voit bien qu'il a beaucoup soigné Vladimir Poutine, que ses relations avec la Chine sont renforcées. Donc que la France essaye de trouver cet équilibre-là. Et si c'est ça, la stratégie de la France, alors elle est intelligente. Si c'est de l'atlantisme et de s'aligner derrière les États-Unis, surtout au moment où Trump en est président, c'est une folie et c'est une vraie erreur stratégique. Donc il est un peu tôt pour juger de la politique étrangère d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai la sensation qu'il cherche un certain équilibre et il cherche à être central, au moins en tant qu'interlocuteur européen. Et s'il peut parler au nom du continent européen, qui est quand même très décapité, qui peut parler en Italie, en Allemagne peut-être, mais Merkel est très affaiblie, en Espagne plus vraiment. Donc il n'y a plus que la France qui peut porter cette voix européenne. Voilà, c'est ce qu'il essaie de faire avec une certaine, je pense, adresse, mais on verra. Mais en tout cas, pas d'alignement atlantiste, ce serait une faute grave, et ce serait contraire aux traditions de la France d'ailleurs. Donc pour l'instant, vous êtes plutôt les uns les autres approbateurs de la position d'Emmanuel Macron. Sur Twitter, on vous a posé la question, trouvez-vous qu'Emmanuel Macron est trop atlantiste? Mais justement, réponse à l'hypothèse que vous évoquiez. Écoutez, 42% trouvent que oui, 58% trouvent que non. Voilà des commentaires. Chantal, par exemple, qui nous dit « Il n'est pas du tout trop atlantiste. J'ai 71 ans et pour moi, M. Macron est le président qu'il nous fallait. » Même si quelquefois, ça fait du mal au porte-monnaie. Ça, c'est peut-être une allusion à l'augmentation de la CSG. Quant à Betsy, elle nous dit « Notre pays peut avoir une approche différente des Américains et néanmoins rester allié sur de nombreux dossiers. » Jean-Christophe Husson, est-ce que vous trouvez aussi qu'il y a le bon équilibre entre Washington et Moscou, pour reprendre l'exemple donné à l'instant par Arnaud Champremier-Trigano de la part d'Emmanuel Macron? Oui, moi je pense que c'est l'image qu'il veut renvoyer. Tout son enjeu, c'est de donner l'impression qu'il parle au nom de l'Europe. Et tout l'enjeu, c'est de faire comprendre
il est l'Europe, alors que ce soit la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, qui sont les deux autres grandes puissances européennes, sont très atlantistes. Lui, effectivement, il veut rester sur cette ligne. Et la preuve en est, c'est que ce matin, je crois qu'avant de décoller, il a appelé Poutine pour se mettre d'accord sur ce qu'il va dire à Washington sur l'accord avec l'Iran, pour maintenir cette position. Mais ce même Macron, il y a une dizaine de jours, a bombardé, avec les États-Unis, la Syrie. Donc on est dans le en même temps macronisme absolument parfait, mais qui peut être une qualité en l'espèce, pour dire l'Europe, effectivement, est totalement otanisée, puisqu'on passe notre temps à armer l'Est de l'Europe face aux dangers russes, qui, à mon avis, est inexistant. Et ça, pour l'instant, Macron, il est sur cette ligne-là. Tant qu'il reste sur cette ligne-là, les États-Unis ne le verront que comme un auxiliaire, de leur propre puissance. Mais à partir du moment où il commence à glisser des accords avec la Russie, là, il deviendra important il deviendra un interlocuteur différent pour Trump. Et j'ajouterais qu'il a un atout. Je pense que Macron a compris que Trump est un garçon assez étrange. C'est pas un scoop de dire ça. Regardez, il y a 6 mois, sur la Corée du Nord, il était sur le point d'appuyer sur le bouton et de nucléariser le pays. Et là, on est à un mois d'une espèce de rencontre historique totalement inattendue, sinon par notre ami Georgi Kuzmanovic, qui en avait déjà parlé. Mais en l'occurrence, de la France insoumise qui était sur ce plateau la semaine dernière. Il a compris que Trump est quelqu'un d'étrange et qu'il a un atout pour lui, c'est qu'il est jeune, c'est qu'il vient du milieu des affaires et c'est qu'il vient de hors parti comme Trump. C'est-à-dire qu'il pense que, contrairement aux autres chefs d'État d'autres nations, il peut séduire Trump par ses qualités, en tout cas cette origine un peu étrange. Et on sait combien Trump, regardez son gendre, qui avait à peu près l'âge de Macron, je crois, il l'a fait monter. Donc il aime bien cette idée d'avoir... Macron a construit toute sa carrière avec des personnes beaucoup plus âgées que lui, dont il suivait fidèlement. Il sait s'y prendre. Il sait s'y prendre. Donc, je pense qu'il parie là-dessus. Alors, peut-être que c'est de l'arrogance, peut-être que c'est de la prétention, mais il parie sur cette idée qu'il va peut-être convaincre Trump de certaines choses que d'autres ne pourraient pas avec des méthodes plus traditionnelles. Oui. Un mot critique peut-être, parce que dans ce concert de louanges, non, Judith, mais vous n'êtes pas obligé, la parole est libre ici, vous le savez. Je vais quand même essayer de faire quand même une critique. Je vois très bien ce que veut dire Jean-Christophe, et c'est à l'évidence l'objectif d'Emmanuel Macron, d'être l'homme par qui le dialogue entre la Russie, où il va se rendre, et les États-Unis, où il est sur le point d'atterrir, n'est pas rompu. Mais on risque aussi, je ne suis pas sûre d'ailleurs que ce soit pour se caler avec Poutine qu'il l'a appelé. Il l'a appelé, mais sans doute pour lui dire voilà ce que je vais dire au président, et pas pour se mettre d'accord avec lui. Toute la question, c'est est-ce qu'on ne va pas atteindre aux limites du fameux en même temps par rapport à un Trump qui est clairement du côté de l'Arabie Saoudite dans le conflit syrien et plus largement, et un Poutine qui, lui, continue de soutenir qu'il ne faut pas débarquer Bachar el-Assad, ni même faire quoi que ce soit pour l'empêcher de régner sur son pays comme il veut. La politique étrangère du en même temps, c'était déjà un peu celle de De Gaulle. C'est un peu ça, cette recherche d'équilibre. Et c'est assez conforme. Ça a été repris après par François Mitterrand. Jacques Chirac l'a fait. Donc on est assez proche. Il y a eu un tournant avec Sarkozy, avec un positionnement très atlantiste. C'est-à-dire au moment où on rentre dans le commandement de l'OTAN, qui est une catastrophe, puisqu'on se met sous le commandement américain dans l'OTAN. Mais on sortait de 2003, que vous avez rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire le refus de la France de participer aux deuxièmes frappes contre Saddam Hussein. Qui était dans la, Donc, la filiation de la politique étrangère en France. Il y avait une rupture. Oui. L'équilibre avait déjà été rompu. Je pense qu'il y a un peu une mythologie derrière la position de la France qui serait pas si atlantiste que ça. Parce que quand on regarde historiquement, si on met à part 2003, il n'y a jamais aucune décision de la France qui va contre les États-Unis. Et en 2003, on refuse d'intervenir en Irak, mais en 2001, après les attentats du 11 septembre, on intervient en Afghanistan. La première guerre du Golfe, on intervient aux côtés des Américains. Donc il faut aussi relativiser cette vision très indépendante. Oui, mais ça change quand même. Non, mais enfin, soyons sérieux. En 2001, en 91, la guerre qui est menée, elle est menée par les États-Unis. Et la France, elle intervient aux côtés des États-Unis. Alors après, on peut habiller ça sous commandement français, mais je veux dire, il y a quand même une mythologie derrière ça. Quand on regarde historiquement, la France a toujours été aux côtés des États-Unis dans les moments
vraiment clés. Et vraiment, c'est vrai que 2003 est un cas très à part et très particulier parce que non seulement la France s'est opposée, mais elle a pris la tête de l'opposition. C'était une rupture. Et donc, je trouve que pour le moment, il n'y a pas vraiment de différence très forte entre ce que Macron fait et ce qu'on a pu voir avec d'autres présidents. Ce qui va être intéressant, c'est de voir dans quelle mesure Emmanuel Macron, qui semble vouloir jouer ce jeu-là pour influencer les décisions de Donald Trump, aura ou non de l'influence sur ce que décidera Trump et sur la position des États-Unis. Pour l'instant, par exemple, si on prend le cas du retrait de l'accord sur le climat, il ne s'est rien passé depuis les grandes déclarations d'Emmanuel Macron. Et ça va être ça quand même. Non, mais bien sûr. Mais c'est ça qui, à terme, dira si la stratégie de Macron est la bonne ou pas. On va voir, est-ce que Trump finalement reste dans la COP21 ou pas? À mon avis, il faut distinguer le civil et le militaire. En termes militaires, la France sait très bien qu'elle n'a pas les moyens de faire cavalier seul et qu'elle est effectivement l'allié. Et d'ailleurs, dans la lutte contre le terrorisme islamiste, notamment au Sahel, etc. Les Américains et les Français sont alliés. Tout ce qui est militaire, on est alliés. En Syrie, on était alliés. En revanche, sur le plan civil, effectivement, je pense que Macron rêve peut-être de faire revenir Trump sur sa décision de transporter l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, qui a un conflit potentiel. Effectivement, l'accord sur le climat, effectivement, l'accord sur l'Iran. Tous ces sujets-là, qui ne sont pas stricto sensu militaires, je pense que Macron espère pouvoir tenir un discours qui infléchira Trump. Sur le côté militaire, je suis entièrement d'accord avec vous, la France est totalement alignée sur les États-Unis et sur l'OTAN et depuis de longues années. Le dernier mot à nos chers internautes sur ce dossier. Betsy qui nous dit le suivisme aveugle des Américains dans des aventures où nous n'avons pas d'intérêt est absurde. On imagine que c'est une allusion à l'intervention en Syrie. Isométrique nous dit Trump a un meilleur bilan en politique extérieure qu'Obama, en tout cas pour l'instant. Et quant à Adam, il nous dit Poutine est vu comme le sauveur en Syrie, a profondément modifié l'opinion publique et celle de beaucoup de politiciens. Effectivement, on voit qu'il y a eu d'ailleurs des désaccords au sein de la classe politique française suite à l'intervention militaire de notre pays en Syrie. On passe à un deuxième sujet ce week-end dans le Parisien. 300 personnalités d'horizons très divers ont signé un manifeste contre le nouvel antisémitisme dans lequel on dénonce d'abord une forme, j'ouvre les guillemets, d'épuration ethnique à bas bruit dont sont victimes les Juifs en Île-de-France, un certain nombre d'entre eux étant contraints de déménager. Et puis, la partie probablement la plus forte, c'est le moment où les signataires appellent l'islam de France à s'amender dans la mesure où un certain nombre de versets du Coran appellent au meurtre et au châtiment de Juifs. Écoutez le commentaire qu'en faisait Pascal Bruckner ce matin, l'essayiste et l'un des signataires de la tribune. Et il y a dans le Coran des sourates contre les Juifs et les chrétiens, appelant à se venger contre eux ou à les tuer. Et nous demandons très simplement à l'islam de France, non pas à l'islam en général, parce que nous n'avons pas ce pouvoir, de se mettre au clair sur ce sujet-là. Et alors, comme une réponse aux propos de ce manifeste, Dalil Boubaker, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, a réagi aujourd'hui en dénonçant un procès injuste et délirant. Jean-Christophe Buisson, est-ce qu'on fait un procès injuste à l'islam en dénonçant l'antisémitisme du Coran? Il ne me semble pas. Enfin, à lire de très très près le texte, il n'attaque pas les musulmans en tant que tels. Il ne dit pas que c'est... comment? Le Coran, les Juifs? Non, je veux dire, le texte... le reproche que Boubaker fait à ce texte, c'est de dire que c'est un manifeste contre l'islam en tant que tel. Je crois que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Par ailleurs, la réaction de Boubaker illustre très bien une des phrases de ce manifeste, qui est de dire que les terroristes islamistes, que les islamistes font régner la terreur sur les musulmans de France. C'est-à-dire que les musulmans de France, à l'exception de 2 imams dans ce manifeste, n'ont, pour ceux qui ont été sollicités, je crois, pas accepté de signer ce manifeste de crainte de passer pour des collabos d'islamophobes, pour aller vite. Donc c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose dans le terrorisme intellectuel qui s'est installé sur la critique de l'islam, et que des musulmans eux-mêmes qui souhaitent peut-être un islam plus modéré, un islam des Lumières, n'arrivent pas à l'exprimer de peur d'être punis par des islamistes. Après, ce texte, il est très court pour exprimer un sujet qui me paraît qui méritait beaucoup plus qu'une trentaine de lignes, qu'il faut voir à mon avis plus comme un cri d'alarme factuel, avec des chiffres effectivement sur la peur, sur la tension de la communauté juive en France, et c'est plus une alerte qu'un texte idéologique à proprement parler. Voilà, il me semble qu'il y a quand même des nuances, par exemple sur l'idée
qui est très intéressante, je crois, qui est au cœur d'un certain nombre de débats, selon laquelle une partie, je dis bien une partie, je cite, de la gauche radicale, a fait de l'antisionisme, en fait, un cache-sec d'un réel antisémitisme. Et ce qui est important, c'est de dire une partie de la gauche radicale, parce qu'on essentialise tout et on est en train de perdre le sens de la nuance dans ce pays. Il y a effectivement, je crois, une partie de la gauche radicale qui se sert de l'antisionisme comme un cache-chef de l'antisémitisme. Mais il y a une partie de la gauche radicale... Critique Israël. Absolument. Mais je crois qu'il est tout à fait possible de critiquer Israël et la politique d'Israël sans être antisémite. Et ça, on a l'impression qu'on est en train de... Si on critique Israël, on est antisémite. Et de la même façon, si on est favorable à Israël, on est... Enfin, il y a vraiment une impossibilité dans ce pays d'avoir des nuances dans un camp qui devient très inquiétante. Et que Boubacar lui-même essentialise ce texte en disant c'est une attaque contre l'islam, une stigmatisation de l'islam, participe de cette atmosphère qui me semble dangereuse. Je vous cite quelques signataires de ce manifeste, donc Bertrand Delanoë, Manuel Valls, Yann Moix, Marc-Olivier Fogiel, Luc Ferry, Laurent Wauquiez, beaucoup d'autres. On pourrait parler aussi de François Pinault ou de Brice Couturier, qui est un familier de ce plateau. Judith Weintraub, Dalil Boubacar dit encore « Cette tribune présente le risque patent de dresser les communautés religieuses entre elles ». Oui, c'est un peu ce qu'a dit Nicole Belloubet. La garde des Sceaux. La garde des Sceaux. Vendredi, interrogée sur France Info, elle a dit il faut à tout prix éviter une guerre des communautés. Et elle l'a dit notamment parce qu'on l'interrogeait sur un passage particulier du texte que personnellement je trouve assez maladroit, qui était une comparaison entre les risques qu'avaient les Juifs de se faire agresser par des actes antisémites qui seraient 25 fois supérieurs au risque d'agression des musulmans. Enfin, les actes anti-musulmans sont beaucoup moins nombreux. Je trouve que l'introduction d'une concurrence est extrêmement, oui, proportionnellement, ils sont beaucoup moins nombreux. L'introduction d'une concurrence est extrêmement maladroite. D'ailleurs, la réponse de Nicole Belloubet montre que soit elle n'a rien compris, ce qui est possible, j'en ai pas discuté avec elle, soit elle est dans ce vieux schéma politique qui consiste, même chez les mieux intentionnés, à rajouter tout de suite, évidemment, toutes les formes de racisme sont condamnables dès qu'ils parlent de l'antisémitisme. Et c'est ce à quoi on assiste depuis 20 ans à peu près. Il n'y a pas un discours, vous n'avez pas, et bien sûr, il ne faut pas non plus s'en prendre aux musulmans. Dans ce sens-là, donc, malgré cette maladresse, ce texte a quand même un impact, une importance. Il n'y a qu'à voir aussi la colère de Philippe Poutou, qu'il a condamné globalement et dans le détail. Mais est-ce qu'il sera utile? Je ne sais pas. Vous parliez du passage qui demande à l'islam de se réformer. Il y a 85% de sunnites parmi les musulmans, et pour les sunnites, le Coran est un texte incréé. Il arrive tel quel, c'est la parole de Dieu. Vous parliez à l'instant de Philippe Poutou, le porte-parole du nouveau parti anticapitaliste. Il était effectivement hier soir sur BFM TV pour commenter ce manifeste, et voilà ce qu'il disait. Il y a des travaux qui ont été faits qui montrent que les violences racistes contre les Arabes et contre les Juifs, il y a pas plus grave, il y a pas plus important. Donc il faudrait fouiller un peu tous ces travaux-là. Mais il y a eu. Mais en tout cas, vous ne soutenez pas cette entre 2000 et 2017, il y a eu des moments où ça a monté, effectivement, les violences contre les Juifs, puis en même temps les violences contre les musulmans ou les Arabes, elles ont un peu diminué. Après, ça se croise, quoi. C'est pas si simple que ça. Mais ce qui est sûr, c'est que la réalité, c'est qu'il y a un racisme à tous les niveaux et puis qu'il faut combattre. Bruno Jean-Bart, derrière cette déclaration, il y a le débat sur le point de savoir est-ce que l'antisémitisme est un racisme comme les autres, entre guillemets. Oui, mais ce qui est frappant avec cette tribune, c'est qu'elle n'est pas du tout consensuelle, finalement, dans ses réactions. Et alors que le sujet, en général, c'est quand même un sujet sur lequel il y a très peu de débat. Quand on aborde la question de l'antisémitisme, pour des raisons historiques, c'est très rare que ça suscite des oppositions qui sont vives, comme on peut le voir avec ce texte. Alors, il y a plein de raisons qui ont été évoquées et qui tiennent au texte lui-même, avec un certain nombre de sujets. Je pense qu'il y a ce qui est dit sur la réforme de l'islam, enfin, ou en tout cas du texte qui devrait être faite. Il y a ce sujet sensible qui est celui du sionisme et de l'antisionisme et de l'antisémitisme. Et effectivement, comment les deux sont ou non liés. Et là, on sait que
tout le monde n'est pas d'accord là-dessus et il y a des affrontements assez forts. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand même, le sujet revient très clairement sur le devant de la scène dans l'opinion publique. C'est vrai qu'on parlait, il y a 20 ans, 30 ans, on parlait très peu de l'antisémitisme et d'une remontée éventuelle de l'antisémitisme en France. Et je regardais quelques enquêtes. Oui, tout à fait. Et je regardais quelques enquêtes et une enquête qui avait été faite il y a un peu plus d'un an montrait qu'un Français sur deux comprenait que les Juifs aient envie de quitter la France par crainte de l'antisémitisme. Donc on voit que quand même, dans la société française, il y a une prise de conscience que ce sujet, il est de nouveau présent dans le pays, qui dépasse effectivement ce qu'il était devenu uniquement, c'est-à-dire l'apanage de l'extrême droite. Et donc, c'est aussi pour ça, je pense qu'aujourd'hui, on a ce type de tribune et ce type de débat. Arnaud Jean-Premier Trigano, comment est-ce que vous analysez ce débat? Et est-ce que, pour reprendre un des thèmes employés précédemment, vous voyez-vous aussi derrière une forme d'antisionisme, un antisémitisme qui ne veut pas dire son nom? L'antisionisme a été la maison d'accueil de tous les antisémites, de gauche comme de droite. C'est-à-dire qu'ils se sont engouffrés dans l'antisionisme, parce qu'on ne peut pas critiquer ouvertement les Juifs. En revanche, on peut dire ce qu'on veut des sionistes, qui est un mot fourre-tout. Moi, j'ai même entendu à des conférences des identitaires noirs expliquer que depuis 5000 ans, les sionistes faisaient ceci, cela, alors que le sionisme a 150 ans à tout passer. Voilà, donc on a bien compris que c'est effectivement un espace refuge pour celui qui veut exprimer son antisionisme, son antisémitisme. En revanche, il y a un courant antisioniste qui date des premiers jours du sionisme, puisque les premières réunions qu'organise Theodor Herzl, une partie de la communauté juive, en particulier les religieux, sont très hostiles à l'idée du sionisme. Il reste des juifs religieux. L'idée de la création d'un État en Israël. C'est ça le sionisme. Là, on est à la fin du 19e. Juste après l'affaire Dreyfus. Lui, il dit la réponse, c'est de créer un État juif. Et les religieux disent jamais, il ne faut surtout pas un État juif, on ne retournera qu'après l'avenue du Messie en Israël. Et puis, il y a tout le courant tiers-mondiste qui a été très engagé à gauche dans la décolonisation et dans l'émancipation de tous ces pays qui étaient dominés par la présence européenne, qui voient en Israël une sorte de prolongement d'un sionisme où les Européens, se retirant, en profitaient pour filer à quelques Européens, parce que c'était essentiellement des Juifs polonais et des Juifs allemands, un pays qui maintient un peu ce truc. Donc il y a un antisionisme qui est audible, parce qu'il est sur le terrain politique. Mais il est devenu très compliqué à faire entendre parce que c'est vérolé par des antisémites très assumés, très ouverts, qui se servent de l'antisionisme pour attaquer le judaïsme. Un mot sur l'appel là, dont on parle. Pourquoi il est si clivant? Parce qu'il joue de la concurrence victimaire. Non seulement il désigne la victime, les Juifs de France, mais il désigne des coupables, d'une certaine façon. Des musulmans, ou une partie des musulmans. Et on sort en disant aux musulmans, changez votre texte religieux. Les musulmans ont le même Coran depuis 1500 ans. Ça a cohabité, moi je suis d'Afrique du Nord, ça a cohabité en Algérie pendant des siècles, sans qu'il y ait de problème. Voilà, donc c'est possible de faire cohabiter les deux communautés. C'est possible de faire cohabiter les deux communautés avec le Coran. D'ailleurs, les Juifs ont survécu plutôt bien en Europe pendant une partie du XIXe siècle, y compris en France, où ils ont eu la citoyenneté, où ils ont été anoblis sous l'Empire, alors que les écrits religieux catholiques les désignaient encore comme le peuple qui avait tué Dieu, quoi. Voilà, le peuple déicide. Donc, si vous voulez, rentrer, faire un texte pour combattre l'antisémitisme, désigner une victime, alors qu'on est déjà dans une concurrence victimaire, qui fait beaucoup de mal au pays, qui fait qu'à chaque fois qu'on désigne une victime, on en a 10 autres qui disent moi, et moi, et moi. Donc voilà, cette concurrence victimaire, c'est un poison qui a contaminé les États-Unis pendant des décennies. Ça a été la guerre entre particulièrement les Juifs et les Noirs américains. Donc il ne faut pas rentrer là-dedans. Ce texte est de ce point de vue très maladroit. D'ailleurs, le grand rabbin de France avait demandé à ce que le passage dont on parle soit retiré, menaçant de ne pas signer. Il a quand même signé parce qu'il ne peut pas s'extraire d'un peuple qui combat l'antisémitisme. Voilà. Mais ça veut dire que sur le fond, il y avait un vrai désaccord. Et je pense que c'est un texte fondamentalement. Je vais vous donner la parole, Jean-Christophe, dans un instant. Je voudrais juste faire rentrer nos internautes dans notre débat. Le droitiste qui nous dit qu'il est insupportable de penser qu'à cause d'une kippa, on se fasse agresser. Isométrique qui nous dit l'antisémitisme a migré de la droite vers la gauche. Et Amir, l'islam n'a pas su se moderniser. C'est la réforme de la pensée du lecteur ou de la lectrice qui doit se faire. Nuance, écrit-il en capital. Encore, je vais revenir là-dessus. Ce n'est pas une accusation contre l'islam, mais contre les islamistes. Simplement, on dit les islamistes se réclament
de l'islam utilisent une partie de l'islam pour justifier leurs actes. Certains sont pas. On sait très bien que c'est un prétexte, bien entendu, pour certains. Mais le fait est que si l'islam se débarrassait de l'ambiguïté, de l'ambivalence de certains textes, comme l'a fait l'Église catholique avec Vatican II, il y aurait peut-être moins de problèmes. C'est ça que dit le texte et pas autre chose. On va pas rentrer dans les textes religieux. Mais on l'a fait avec Vatican II. L'Église catholique s'est réformée elle-même. Ils l'ont fait d'eux-mêmes. Oui, ils l'ont fait d'eux-mêmes, mais parce que. Mais on ne va pas rentrer dans les textes religieux. Oui, mais sauf que l'islam ne le fait pas de lui-même. Donc ces gens-là Par pensent exemple, qu'on pourrait leur suggérer de le pour faire. les Juifs peuple d'Israël a été supprimée de la liturgie, je crois, du vendredi avec saint. Vatican II. Oui, mais comme par exemple Boubacar ne donne pas l'impression de vouloir réformer ça. Au sortir de la Shoah, ils ont décidé de se réformer 15 ans, 20 ans après, c'est 63. Donc, mais si vous voulez, on est quand même... Benoît XVI a terminé cet aggiornamento. Et c'est pas nous, il était d'ailleurs à l'origine du texte. Mais c'est pas nous, de l'extérieur, qui allons dire changer vos textes religieux. Il y a des imams qui ont signé, l'imam de Drancy, l'imam de Nantes. On a organisé l'été dernier, je le dis parce qu'il y a des journalistes ici, on a organisé avec Marie Calter une tournée des imams contre le terrorisme. C'était un bus, ils sont partis de Berlin, ils sont passés en Belgique, ils ont fini en France, ils ont fait tous les lieux de terrorisme. Il n'y a pas eu un article de presse en France. Voilà, il n'y a pas eu un papier. Je sais parce que je me suis occupé des relations de presse, j'ai appelé tout le monde. Voilà, ça n'a pas fait un papier. Donc ne dites pas... C'est très compliqué, c'est-à-dire que quand ils se mobilisent contre le terrorisme, ils n'ont pas d'audience. Voilà. Ils ne sont pas repris. Donc là, il y en a 3 qui le font, mais c'est pas un appel, ça ne vient pas de l'islam qui dit on va se réformer. La vérité, c'est qu'on vient leur donner, on leur fait la leçon, on leur dit votre texte est mauvais, changez vos textes religieux. Moi, je suis républicain, je suis laïque, je ne mêle pas des textes religieux. Voilà. Moi, je trouve ça assez maladroit aussi. C'est la deuxième maladresse avec la comparaison entre les risques courus par les musulmans et courus par les juifs. En plus, nouvel antisémitisme différent de celui de l'extrême droite, mais il n'est pas nouveau. Et l'un des signataires, qui est Georges Bensoussan, est particulièrement bien placé pour le savoir, puisque c'est lui qui a coordonné en 2002 le livre Les territoires perdus de la République, 2002, qui racontait déjà comment, notamment ainsi qu'une France soumise, qui était la suite, mais bien les bonnes feuilles plus tardive, mais dès 2002, il racontait comment l'antisémitisme infestait les jeunes générations descendants des immigrés arabes dans les banlieues. Donc les faits étaient posés sur la table en 2002, et là, personne n'en a parlé. Quand le livre était sorti, c'était une quasi-omerta en 2002. Du deuxième. La suite du livre le premier peut-être, il se trouve que si Jean-Christophe était là. Mais on peut même remonter plus loin. C'est-à-dire que quand Nasser a pris le pouvoir, le nationalisme arabe musulman est vecteur d'antisémitisme. Quand Nasser prend le pouvoir en Égypte, il chasse grosso modo tous les juifs. En Turquie, aujourd'hui, il reste 0,1% de juifs, alors qu'il y avait des dizaines de milliers de juifs qui étaient installés en Turquie. Donc, en certain nombre de pays musulmans, on fait partir ou fait s'exiler ou chasser les juifs de leur pays. Donc, il y a quand même un problème entre l'islam en général et les juifs. On peut pas nier ça, même d'un point de vue géopolitique, et pas seulement en France, encore une fois. Il y a un problème avec tout le monde, avec les juifs. C'est-à-dire que, regardez en Europe comment ça s'est passé. Oui, mais ça s'est passé, c'est ce que vous dites, ça s'est passé il y a 70 ans. Aujourd'hui, le problème, c'est pas ce qui s'est passé il y a 70 ans, c'est ce qui se passe aujourd'hui, où les juifs sont obligés de quitter leur région. L'antisémitisme était très catholique et très présent. Était. Oui, le problème, c'est qu'on parle de 2018. En 2018, le problème, c'est pas celui-là. Bruno Jambard. Je pense qu'il y a effectivement une maladresse qui est de vouloir dire à l'islam ce qu'il devrait faire. Et puis, il y a surtout quand même... on a fait la comparaison avec le catholicisme, mais on ne peut pas vraiment comparer parce qu'il n'y a pas une organisation de l'islam comme il y a une organisation de la religion catholique avec une hiérarchie et surtout un chef suprême. Il n'y a pas ça dans l'islam, de toute façon. Donc, quand bien même on voudrait que ça se produise et qu'il y ait une sorte de réforme et de paroles qui puissent se diffuser à l'ensemble des musulmans, de France et du monde, ça n'existe pas. Et si on parle de l'islam de France, on a vu à travers les tentatives de constitution d'un islam de France à quel point c'est compliqué et il n'y a pas de reconnaissance non plus de ce type aujourd'hui d'organisation, en tout cas de manière consensuelle. Donc c'est vrai que ça à prendre en compte. Voilà. Mais la République a un rôle particulier à tenir qui est de protéger justement les musulmans contre ceux d'entre eux qui voudraient les radicaliser. Or, cette protection n'est pas assurée. Merci Judith. Le dernier mot revient à One Shout qui nous dit « Les catholiques ont su se réformer, les textes ont été modifiés ou enlevés ». Effectivement, c'est ce que l'on disait à l'instant. Nous passons à un autre sujet, la loi Asile et Immigration portée par le ministre de l'Intérieur.
a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale ce week-end. Est-ce que cette loi, ça change beaucoup de choses? Je vous propose d'écouter deux sons de cloche assez différents. D'abord, le point de vue de Rachida Dati, députée européenne et maire du 7e arrondissement de Paris, ce matin sur France Info. Il n'y a rien sur l'accueil, rien. Donc c'est quand même aussi tout l'enjeu de la maîtrise des flux migratoires. L'accueil, y compris d'immigrés éligibles au statut d'asile. Rien sur l'accueil. Sur les expulsions, qui est tout l'enjeu de la maîtrise des flux migratoires. Rien, puisque effectivement on passe de 45 jours à 90 jours pour les délais de rétention. Donc finalement, une loi dans laquelle il n'y a pas grand-chose, dit Rachida Dati. Maintenant, on va écouter quelqu'un d'autre d'un peu moins connu, mais intéressant aussi. C'est Jean-Michel Clément. Jean-Michel Clément, il est député de la Vienne et c'est le député de La République En Marche, le seul, qui a voté contre cette loi, alors que 14 de ses collègues s'abstenaient. Il y a 3 jours, il était sur France Info et il justifiait à l'avance de ce qu'allait être son vote. Ma volonté de voter contre est solide. Argumenté sur un certain nombre de points qui ne sont pas négociables selon moi. Un, il heurte mes convictions, il va à l'encontre de mes principes moraux, éthiques et des valeurs que je me fais de l'homme. Et moi je dis, si je dois dire, comme tout le monde, par rapport à un sujet dans lequel je suis totalement opposé, je crois que je me suis trompé. Bruno Jean-Marc, finalement, est-ce qu'elle change vraiment la donne en matière d'immigration, cette loi? Beaucoup disent que, par exemple, elle ne traite pas le sujet de l'immigration légale, qui est quand même l'essentiel des entrées à côté des demandes d'asile. Non, mais elle était quand même à l'origine, justement, centrée sur la question de l'asile, à la fois pour des raisons de contexte, des vagues qui ont existé de demandes d'asile récentes suite aux événements internationaux. Et elle s'est beaucoup concentrée là-dessus et sur la question de l'amélioration des procédures, le raccourcissement des procédures, pour aussi être en mesure de faire appliquer les décisions, soit d'accueil, soit de renvoi des personnes dont on refuse le statut de réfugié. Donc je pense que ce n'était pas une loi sur l'immigration, comme on a pu en voir au cours des dernières années. Pouvait le penser. Mais je crois que c'était... mais c'était pas le cœur du texte. Alors, ce qui est intéressant politiquement pour la majorité, c'est que le fait qu'il y ait une opposition à sa droite et à sa gauche donne le sentiment, ou en tout cas peut donner le sentiment qu'ils ont trouvé une position équilibrée. Il reste que, à mon avis, c'est un peu plus complexe que ça, mais ce qui est en tout cas, je dirais quand même à noter, c'est qu'il y avait un vrai risque de fracture pour une partie de la majorité. On sait que quand on rentre sur ces sujets-là, c'est plus complexe que sur les sujets socio-économiques sur lesquels il y a beaucoup plus d'homogénéité dans la majorité présidentielle. Sur les questions plus sociétales, il y a plus de diversité, de divergence. Et finalement, on n'a pas de création effectivement d'un groupe de frondeurs. On a un député qui vote contre, 14 qui s'abstiennent. Donc les dégâts de ce point de vue-là sont limités. Judith Weintraub, la question c'est est-ce que cette loi change vraiment quelque chose dans l'immigration, en tout cas pour l'accueil des demandeurs d'asile, l'accueil ou les expulsions si ces demandes sont injustifiées? Pour les expulsions, sans doute non, parce que le principal obstacle, une fois que quelqu'un est débouté du droit d'asile, c'est de le reconduire dans son pays. Or, vous ne pouvez pas le faire si le pays en question n'est pas d'accord. Et c'est la grande majorité des cas. Donc le problème principal n'est pas évoqué. C'est d'ailleurs assez normal parce qu'il ne dépend pas d'un texte de loi française, il dépend de nos relations bilatérales avec les pays dont les demandeurs d'asile sont ressortissants. Après, il y a quand même des éléments inquiétants du point de vue de la reprise en main de la maîtrise de l'immigration qui sont, par exemple, l'extension du regroupement familial à la fratrie. Ça, on ne sait absolument pas ce que ça peut donner, sinon une augmentation par définition, puisque vous étendez un droit. Ce qui fait hurler la gauche et ce député En Marche qui a claqué la porte de La République En Marche, non seulement il a voté contre, mais en plus il a claqué la porte du groupe, il a quitté le groupe. C'est par exemple quand on dépose un recours, on peut être expulsé si on est expulsable, si le pays l'accueille, avant que le recours soit examiné. Ça c'était une proposition de Bruno Le Maire quand il était candidat à l'investiture chez les Républicains, qui paraissait même trop dur à la plupart de ses concurrents. Donc on va voir ce que ça donne.
Pour le reste, tout est une question de moyens. On raccourcit les délais, ils restent assez supérieurs à ceux pratiqués en Allemagne, par exemple. L'Allemagne qui est connue pour sa politique de générosité vis-à-vis des migrants, même si Angela Merkel a pas mal révisé son jugement depuis la montée et la poussée électorale d'Alternative für Deutschland. Donc, est-ce que des moyens sont mis pour que, effectivement, pendant ces délais raccourcis, les dossiers puissent être tout de même traités? Ça, on le saura à l'usage. Pour l'instant, les fonds n'ont pas été augmentés. Il n'y a pas de moyens supplémentaires de façon spectaculaire qui aillent avec ce raccourcissement de délai. Donc, on peut s'interroger également. Alors, les internautes du Figaro, eux, sont relativement dubitatifs, si on en croit la question qui a été posée hier sur le Figaro.fr. Pensez-vous que la loi Asile et Immigration permettra de mieux faire face aux problèmes liés à l'afflux de réfugiés 83% répondent oui. Est-ce qu'on est sûr que c'est ces proportions-là? Moi, je ne sais pas. À mon avis, les chiffres demandent à être... c'était 83% de non. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc c'est 83% de non. Sur les 37 800 votants, on rappelle que ce n'est pas un sondage, puisque c'est sur la base du volontariat. Arnaud Champremier-Trigano, est-ce que vous participez, est-ce que vous approuvez plutôt ces doutes des internautes du Figaro sur l'utilité de cette loi, ou en tout cas sur son efficacité? Évidemment. On vote en moyenne 2 lois sur l'immigration à chaque mandature, depuis pratiquement 20 ans. On voit bien que ça ne change rien. C'est-à-dire qu'on passe notre temps tous les 2 ans et demi en moyenne. Si vous voulez. De 2-3 ans, on vote une loi plus dure. On n'a pas le temps du tout de voir l'effet, parce qu'en 2 ans et demi, on ne voit pas l'effet d'une loi qui a été mise en place, que déjà, on en vote une qui se durcit. Voilà. Le problème, alors celle-ci quand même pose certains problèmes, d'avoir une période de rétention de 90 jours, alors qu'on sait très bien qu'on n'est pas en capacité, que les structures d'accueil ne sont pas du tout en capacité de faire vivre des gens pendant 3 mois. Le fait d'incarcérer des familles complètes avec les enfants pose aussi un problème. Enfin, on a quand même, au niveau du durcissement, on va assez loin. Le problème, ce n'est pas l'immigration, c'est l'émigration. C'est-à-dire que c'est pas on dit on va bloquer les gens qui viennent, mais les gens, ils viennent forcément si on ne règle pas à la source les problèmes. Donc ça passe par des coopérations, ça passe par un travail avec les pays d'origine pour voir comment on peut éviter les départs. Je rappelle que tout ça qui nous affole, là, le 1 million de migrants qui débarquent, c'est rien par rapport à ce qu'on va connaître dans 10, 15, 20 ans avec les migrations climatiques. C'est-à-dire que c'est rien. 150 millions de personnes vont se déplacer dans les 25 prochaines années. C'est pas long, c'est une génération. Donc, si vous voulez, commencer à réfléchir à la question de comment on organise, comment on aide les gens à rester sur place, et comment on organise les gens pour qu'ils viennent, ils puissent repartir. Charles Pasqua le disait déjà dans les années 80. Ah bah alors. Et il le faisait déjà, d'ailleurs. En tout cas, il n'a rien réglé. Il n'a rien réglé. Mais si vous voulez, voilà, tout ce qu'on vit là au niveau de la question de la migration des migrants va être une question centrale dans les décennies à venir. Et ce qu'on est en train de vivre là, ce n'est rien par rapport à ce qu'on va connaître. C'est-à-dire c'est x10, x100 ce qu'on va connaître de notre vivant, dans les décennies à venir. Donc il faut commencer à penser notre capacité d'accueil différente. Voilà. Jacques Attali disait, c'était intéressant, il disait les pays qui ont leur capitale dans qui sont des villes qui ne sont pas des villes portuaires, ont des politiques de repli, de durcissement. Et quand il y a des capitales dans les villes portuaires, il y a une capacité d'accueil voilà, qui est beaucoup plus souple. C'est pas toujours très fluide non plus quand on voit ce qui se passe à Marseille. Non, je ne dis pas la ville, je dis quand un pays place capitale. Sa capitale dans un port, ça change l'état d'esprit de rapport aux migrants. Et là, il faut fondamentalement qu'on change ce rapport d'état d'esprit, parce que ce n'est pas le tout d'avoir peur, c'est que voilà, ça arrive quoi qu'il arrive, ça rentre de toute façon quand les gens fuient, et quand ils seront inondés et qu'il y a des pays entiers qui seront sous l'eau, de toute façon, ils viendront là où c'est sec. Le dernier mot. Commençons à nous organiser dans cet esprit. Merci. Le dernier mot. La Floride, les Floridiens vont arriver en Europe. Au Mexique, peut-être. Le dernier mot revient aux internautes. One Shot qui nous dit c'est une réformette, rien pour endiguer vraiment l'immigration. Le même ajoute, les Républicains étaient contre le droit du sol, ils veulent maintenant uniquement le modifier. Ils tournent en rond. Isométrique dit le droit du sol doit être aboli, ça n'est pas tenable. Effectivement, ça n'est évidemment pas dans la loi. Elias pense que l'immigration est un besoin pour faire perdurer le système libéral. Et Albert se dit aussi pour le droit du sang, comme d'autres internautes. Là, il n'est peut-être pas pour le complètement France Insoumise. Et puis, Isométrique vous demande, Arnaud Champremier-Trigano, si vous avez déjà entendu parler de frontières. Oui.
Oui, la réponse est oui, cher internaute. Si vous me permettez juste un mot sur cette Très loi. vite. Moi, je pense vraiment à ce que disait Jacques Bainville du traité de Versailles, trop mou dans ce qu'il avait de dur et trop dur dans ce qu'il avait de mou. Et je pense que cette loi est exactement comme ça. C'est-à-dire dans les assouplissements, ça ne me semble pas aller assez loin pour qu'on puisse dire que c'est vraiment assoupli. Et dans le durcissement, encore une fois, c'est une histoire de délai, c'est évidemment pas assez dur. Ce que disait Judith tout à l'heure, c'est évident que le seul moyen pour que des pays finissent par accepter de récupérer des nationaux s'ils sont expulsables, c'est de leur couper leur aide au développement. C'est donnant-donnant. C'est-à-dire, à partir du moment où on continue à aider les gens à se développer, mais qu'on accepte qu'ils refusent de récupérer des nationaux qui sont expulsables, c'est totalement incohérent. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas, dans le durcissement, c'est pas assez dur, et dans l'assouplissement, c'est pas assez souple, il me semble. Il nous reste quelques minutes pour répondre à cette question simple. Est-ce que vous regrettez, si ce n'est François Fillon, parce qu'il est toujours avec nous grâce au ciel, la défaite de François Fillon, c'était il y a un an tout juste, au premier tour de l'élection présidentielle? Bruno Jambard. C'est une question. On est content de pas commencer. C'est compliqué. Je dirais. Non, mais. Est-ce que vous pensez que c'est regrettable? Alors on va pour les Républicains ou pour la France? Non, mais je pense que, en tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a un changement de la vie politique. On ne sait pas où elle va aller dans les années qui viennent encore, qui n'aurait pas eu lieu. S'il n'était pas arrivé ce qui est arrivé à François Fillon et si donc il avait été élu président de la République. On n'aurait pas eu un bouleversement avec l'émergence de ce nouveau parti qui est la République En Marche, qui aujourd'hui domine la vie politique, avec un nouveau paysage politique, avec des oppositions qui sont multiples et fracturées et dont on ne voit pas aujourd'hui comment elles arriveraient à se regrouper pour faire face pour le moment à Emmanuel Macron. Tout ça ne serait pas arrivé si le destin de François Fillon avait été resté, je dirais, relativement linéaire et l'avait conduit à l'Élysée. Donc, en tout cas, en termes de changement de mouvement et d'intérêt et de suspense, j'ai envie de dire de ce point de vue-là, non. Ouais. Ça, c'est pour le changement de la vie politique. Et pour les réformes, Judith Vintraub, parfois les gens disent François Fillon n'aurait pas pu réformer autant que Macron parce qu'il aurait eu plus d'opposition face à lui. On n'en sait rien. Donc la question n'a pas de sens. Never complain, never regret. Désolé, j'essaierai d'en poser une plus intelligente la prochaine fois. Je n'ai pas dit qu'elle était bonne, je dis juste qu'elle était rapide. Alors je passe à Jean-Christophe Buisson. Est-ce que vous pensez est-ce qu'il faut regretter la défaite de François Fillon? Alors il y en a qui ne le regrettent pas, c'est les chrétiens d'Orient, parce qu'ils s'investissent énormément pour les chrétiens d'Orient, donc au moins ils ont gagné un porte-parole pour leur cause qui est quand même effroyable. Leur situation est effroyable dans le Proche et le Moyen-Orient, et François Fillon s'investit énormément là-dedans, donc c'est une bonne nouvelle. Il y en a au moins qui sont contents de son échec, ce sont les chrétiens d'Orient. Pour le reste, moi j'aurais plutôt tendance effectivement à penser qu'il aurait eu une fronde beaucoup plus importante pour faire passer des réformes, parce que Macron y est arrivé, parce qu'il avait ce masque, ce visage qu'il renvoyait de quelqu'un qui était plutôt de gauche, puisqu'il avait fait partie d'un gouvernement plutôt de gauche, qui était celui de Manuel Valls, sous François Hollande, et qu'il allait très très vite dans le projet de réforme, et qu'on ne l'a pas vu venir pour aller. Enfin, une partie de la gauche ne l'a pas vu venir, et maintenant elle est bien embarrassée. Donc la tentative de mouvement social, je pense, est une réponse à cette rapidité d'exécution d'Emmanuel Macron. Et je pense que François Fillon, compte tenu de son histoire personnelle, de son historique, de son passé, je ne suis pas sûr qu'il serait allé aussi vite que Emmanuel Macron dans ce train de réforme, pour des raisons, encore une fois, qui tiennent à la fois à sa personnalité et à la situation incandescente qu'est la France de 2018. Et vous, Arnaud Champremier-Trigano, est-ce que vous regrettez François Fillon? Alors, est-ce que c'est regrettable pour les Républicains déjà? Oui, je le pense, parce que vraiment, là, tout est à reconstruire et c'est compliqué pour eux. Est-ce que moi, je regrette que François Fillon soit président? Non, ça c'est sûr. Ce n'est pas du tout ma famille politique. Et je pense par ailleurs, comme ça vient d'être dit, que c'était une personnalité clivante et qu'on en a un certain nombre dans la classe politique, de droite comme de gauche, qui sont des personnalités qui créent de la tension, qui créent presque de l'hystérie, qui créent de la violence. Est-ce que vous mettez un signe égal entre Macron et Fillon en matière de politique économique? Alors, je finis pas ce que je disais, mais je passe donc à votre question. Pardon, c'est parce que c'est votre propos. En matière économique, oui, c'est assez proche. C'est-à-dire qu'on est vraiment. Une fois que quelqu'un répond à ma question, j'en profite. Vous en posez d'autres. Voilà. Donc c'est assez. Oui, c'est une politique libérale. Pour moi, il y a peu de différence entre les deux. On ferme la parenthèse et vous continuez votre propos. Donc je pense que voilà, on avait aussi, et ça a été sûrement une des mécaniques du choix Macron, besoin d'apaiser un peu les choses. Et on avait des personnalités. On sortait de Manuel Valls, qui est une personnalité très
urticaire. Vous mettez Mélenchon dans Oui, je mets Mélenchon dedans. Je mets Le Pen, je mets Fillon, je mets Wauquiez, voilà, je mets Sarkozy. Donc il y a des personnalités qui ont clivé, qui ont créé de la tension et d'autres qui apaisent un peu. C'est surtout le seul candidat optimiste. Et donc voilà, il y avait besoin de quelque chose comme ça et on n'aurait pas eu effectivement la possibilité d'apaisement et donc de consensus avec François Fillon. En revanche, je suis assez heureux de la chute de Fillon parce qu'elle marque, avec celle de l'effondrement du PS, la fin de deux grands partis qui dessinaient la classe politique, qui permettent une recomposition que j'appelle de mes voeux, une recomposition de droite et de gauche, de part et d'autre, mais qui va se faire non plus avec des forces tellement centrales que rien ne pouvait se faire vraiment de neuf sans eux. Merci à tous les quatre. On termine par le vote sur Twitter. On vous a posé la question, à vous aussi, un an après, regrettez-vous la défaite de François Fillon? La réponse n'est pas précisément oui, puisque c'est non à presque non. 2 tiers. Voilà. Et puis, on termine par une question extrêmement pertinente, même si on n'a pas le temps d'y répondre tout à l'heure, ce soir plus exactement, tout de suite. C'est Sophia qui nous dit: où en est l'enquête judiciaire du parquet national financier qui était si urgente il y a un an? Excellente question, chère Sophia. Je suis sûr que François Fillon se la pose aussi. Merci beaucoup à tous les quatre. Point de vue revient demain, bien sûr, à la même heure, au même endroit. Bonne soirée à tous.